Alors, bonjour à tous. Donc, moi, je vous explique un peu le contexte de mon intervention. Donc, j'ai eu l'occasion d'intervenir à Pau le mois dernier. Donc, c'était sur les rencontres du e-tourisme. Et donc, du coup, je suis intervenue sur une séquence donc, de 15 minutes chrono. Et bon, j'ai eu envie d'intervenir sur le collaborateur parce que c'est des questions que, enfin, moi, l'humain est quelque chose qui m'anime depuis toujours. Et en ce moment, particulièrement, le sujet du collaborateur et sa façon de gérer la crise et de comment est-ce qu'il est pris en considération dans les entreprises. Donc, je suis intervenue donc, le mois dernier à Pau et suite à ça, donc, c'est une vidéo sur laquelle il y a eu un replay et le replay a été envoyé dans le groupe Respire et donc par Eric. Donc, merci Eric. Et Fabio a rebondi dessus en commentant. Et donc, du coup, moi, j'ai dit que je me mettais à la disposition des respiriens que vous êtes pour échanger davantage sur ce sujet-là. Donc voilà comment est-ce que suite à ça, on a discuté avec Fabio et il m'a dit, bah, écoute, on organise de temps en temps justement des interventions de personnes et on aimerait que tu interviennes sur le sujet. Alors, ce qui est un tout petit peu compliqué pour moi là sur l'intervention, c'est que du coup, je ne sais pas qui a vu la vidéo et qui n'a pas vu la vidéo. Donc, je vais quand même vous faire un petit… Alors, peut-être, ouais, remarquez, si vous pouvez me dire par chat, en fait, est-ce qu'il y a des gens qui ne l'ont pas vu? Ah, bah, il y a un petit pouce de Lisiane, c'est peut-être pas mal de mettre. Maxime ne l'a pas vu, OK. C'est OK. Emmanuel non plus, d'accord. Marie, tu l'as vu? Ouais. Fabridia? Non, pas vu. OK. Donc, je pense que j'ai un peu de tout. Donc, je vais essayer, donc, pour pas que ce soit trop lourd pour ceux qui l'ont vu ou quoi, je vais vous faire un petit récap et puis peut-être un petit, un petit teaser ou coucou Laurence, une incitation à la vision pour que vous alliez la visionner. Mais donc, mon propos, en fait, sur cette vidéo, alors, je vous explique aussi, avant de revenir là-dessus, je vous explique aussi ce que Fabio, en fait, ce qu'on avait convenu avec Fabio sur cette séquence. Donc, c'était que je fasse une intervention assez rapide de 10 minutes, un quart d'heure, et puis qu'ensuite, lui me pose des questions et qu'on anime un peu un débat comme ça, et après que les questions soient posées par vous s'il y en a. Donc, je vais m'adapter au fait qu'il ne soit pas là. Je vais essayer du coup de répondre à un peu plus peut-être d'éléments sur mon intervention. Et puis vous n'hésitez pas à poser des questions ou à intervenir si vous avez besoin d'intervenir. Enfin voilà, l'idée c'est qu'il y ait vraiment des interactions. Donc, dans cette vidéo, en fait, moi, ce qui me tenait à cœur, c'était parce qu'on entend un peu tout sur cette crise et sur ce qu'on est en train de vivre. Vous m'entendez bien? Ça coupe. Un petit peu moins depuis quelques secondes, là, mais avant, c'était bon. Ok. Je vais tenter peut-être de parler moins vite. J'ai l'impression que quand je parle trop vite, mon ordinateur se coupe. C'est bon, là, c'est bon. C'est ainsi. OK. Donc, du coup, dans cette intervention, en fait, j'avais à cœur de parler du collaborateur parce que je trouve qu'on entend tout et n'importe quoi en ce moment et que certains se saisissent aussi de l'opportunité de la crise pour sortir telle ou telle théorie. Donc, ce que j'ai présenté dans cette vidéo, c'était, je suis déjà dans un premier temps revenue sur ce qui se passait déjà dans les entreprises, parce qu'effectivement, la crise, en fait, tout ne démarre pas de la crise et il y avait déjà des choses qui existaient. Il y a déjà pas toujours des conflits de génération, mais disons qu'il y a déjà des générations différentes dans les entreprises et qui ont un rapport à l'entreprise qui peut être parfois un peu différent et qui fait que le rapport au travail est différent et qui peut parfois créer des zones de friction dans les entreprises, dans la vision du management et de l'activité. On a aussi, parallèlement à l'évolution en fait, de la constitution, on va dire, des profils de collaborateurs, on a aussi des entreprises qui sont différentes, c'est-à-dire qu'on a des entreprises qui sont aujourd'hui des très grandes entreprises, des entreprises qui sont plutôt de taille moyenne, des startups aussi qui arrivent, qui ont une façon aussi d'appréhender le business qui est différente. Là où on avait des entreprises qui avaient l'habitude de faire de la croissance organique
avant d'aller faire des levées de fonds ou de faire rentrer du capital supplémentaire. Aujourd'hui, on a des startups qui vont d'abord lever des fonds avant même d'avoir leur premier client. Donc, on a vraiment des fonctionnements qui sont différents. Et du coup, quand on est tel ou tel collaborateur, en fonction des structures dans lesquelles on est, on ne va pas avoir le même rapport au business. Bonjour Rémi. Le même rapport au business. Et donc, du coup, c'est important de se rendre compte que il ne peut pas y avoir qu'une seule façon de voir les choses et qu'une seule façon de lire les entreprises, le fonctionnement, le management, etc., etc. Et j'ai essayé de montrer aussi dans cette vidéo que déjà avant la crise, il y avait en fait, des signaux faibles ou moins faibles dans certaines entreprises et on avait déjà des gens qui venaient chercher en fait plus de sens dans leur travail, plus de flexibilité, plus de aussi, de co-création, de coproduction. Enfin, voilà, il y avait déjà des choses qui… Ah, Fabio s'appelle Lisiane, ok. Et donc, il y a déjà des choses qui étaient en train de se constituer, en fait, de ressortir dans les entreprises. Il y avait déjà une recherche, en fait, d'évolution, de changement dans le management. Ça, c'était le premier point que j'avais voulu pour cadrer un peu ma vidéo. Et puis ensuite, j'ai voulu montrer qu'aujourd'hui, ce qui était important dans le fait de penser à l'avenir et à ce fameux monde d'après dont tout le monde parle, c'est qu'il faut prendre en considération en fait comment chacun a vécu et vit en fait la crise et le moment qu'on est en train de vivre. Donc, c'est déjà de prendre en considération les différentes étapes qu'on a vécues depuis le mois de mars. Donc, on a une première étape qui était le confinement, ensuite une deuxième étape qui a été le déconfinement, une période de rentrée et ensuite ce deuxième confinement sur lequel, en fait, on a des collaborateurs qui n'ont pas vécu les mêmes choses. Déjà, il y a des gens qui ont été touchés par la maladie. Donc, en fonction des gens qui ont été touchés par la maladie, on n'a pas forcément les mêmes réactions sur ce sujet. Ensuite, on a des gens qui ont été plus ou moins à l'aise avec le télétravail. Alors, il y a le fait d'être à l'aise parce qu'on est autonome dans son travail, mais il y a aussi le fait d'être à l'aise parce qu'on est bien équipé chez soi et qu'on peut s'isoler, ce qui n'est pas toujours le cas pour tout le monde. Et c'est vrai que ça a permis de repenser aussi que le travail est quand même un vrai lieu de justice. On se rend compte que tous ces nouveaux protocoles de distanciation et autres avec les clients, ce n'est pas forcément facile pour tout le monde non plus de gérer ça. Donc ça, c'est vrai pour le côté collaborateur, mais aussi côté entrepreneur. On se rend compte côté des dirigeants, des managers, des entrepreneurs, que eux aussi, en fait, ont eu des réactions différentes en fonction du fait qu'ils ont été touchés ou pas par la crise, qu'ils ont eux aussi été touchés par la maladie. On se rend compte qu'ils ont été plus ou moins réactifs et ils ont plus ou moins bien réussi à mettre en place des nouvelles règles dans leurs entreprises. Ils ont pour beaucoup pensé des nouvelles organisations, mais finalement sans les collaborateurs. Et puis après, il y a eu parfois des incohérences qui se sont passées entre un dirigeant qui a pensé une nouvelle organisation et puis un collaborateur qui était en chômage partiel ou qui était pas sur place et qui n'a pas participé à cette réflexion et qui l'a du coup un peu subi. Et puis depuis la rentrée, on constate très fortement, et ça, moi, je pense que c'est une vraie grosse alerte qu'il y a, les dirigeants, en fait, une usure et de plus en plus de difficultés à donner un cap et à savoir où on va et à réengager leurs équipes. Donc ça, en fait, c'était mon deuxième point dans ma présentation. C'était vraiment l'idée de se dire et d'avoir en fait de prendre conscience sur les différences en fait de vécu humain des uns et des autres et se rendre compte que du coup on peut pas appliquer la même règle à tout le monde. Et le troisième point, donc c'était une ouverture sur les enjeux qu'il y avait, parce que moi je reste quand même très optimiste sur la suite. Je pense qu'effectivement il y aura encore du voyage, il y aura encore des acteurs dans le secteur, il y aura encore des collaborateurs très motivés et très passionnés. La seule chose, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose qui est en train quand même de changer et à mon avis de changer en profondeur. Et donc,
je pense que les entreprises, elles ont un vrai enjeu de se rechallenger et de saisir l'opportunité en fait de cette crise, ce qui colle avec toutes les valeurs que vous prônez au niveau de Respire, qui est vraiment en fait de se dire comment est-ce que je pense à ce fameux monde d'après et comment est-ce que j'engage mes collaborateurs. En fait, c'était mon sujet. Comment est-ce que j'engage mes collaborateurs dans cette réflexion en fait du monde d'après et comment est-ce que je les engage, enfin, je les emmène avec moi dans un nouvel engagement qui peut notamment être porté, en tout cas qui est poussé par la loi Pacte, donc le plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises, qui incite les entreprises de plus en plus à ne plus réfléchir et à ne plus être uniquement des entreprises qui ont comme objectif une rentabilité économique et de faire des bénéfices même, mais en fait, de se poser la question en fait du rôle de leur entreprise et donc quelque part des collaborateurs en fait dans la société et quels sont les enjeux et les objectifs sociaux et environnementaux qu'on intègre dans notre entreprise. Et puis donc ça peut aller sur plusieurs étapes. On peut aller jusqu'à redéfinir ses statuts en intégrant des objectifs sociaux et environnementaux, voire même si on veut devenir une entreprise à mission, donc vraiment se doter d'une mission avec forts enjeux sociaux et environnementaux, ce qui change complètement la façon de voir l'entreprise, qui n'est plus un endroit qu'on doit imaginer comme quelque chose qui doit faire encore une fois des bénéfices et être rentable, mais qui doit avoir un rôle global dans la société. Comment est-ce qu'on engage ses collaborateurs là-dedans? Donc ça, c'était les principaux éléments que j'ai partagés dans la vidéo que vous pouvez retrouver sur le groupe Respire. Donc, juste avant peut-être de rentrer sur les questions-réponses avec Fabio, je vous donne, pour aller un peu plus loin, en fait, d'autres points que j'ai analysés et qui, à mon avis, peuvent être des clés de… En fait, ce qu'on cherche et ce que tout le monde cherche, c'est comment est-ce qu'on recompose ces équipes pour certains. Quand vous avez, il y a quelqu'un, il y a Sylvie qui est je crois dans la salle d'attente depuis un petit moment. Eric, je te dis ça. Ah mais je peux admettre moi aussi, non, j'ai l'impression. Ah oui, j'aurais pu faire. Et donc en fait l'enjeu c'est comment est-ce qu'on réanime, comment est-ce qu'on réengage, comment est-ce qu'on réenchante un peu tout le monde sur le monde d'après, dans un moment où aujourd'hui personne n'y voit très clair et personne ne sait réellement vers quoi on va, et encore une fois là où c'est compliqué de donner un cap. Donc moi, ce dont je suis assez persuadée, c'est que ça va prendre du temps et que déjà la première prise de conscience qu'il faut, c'est que ça ne va pas pouvoir se faire en un claquement de doigts et qu'il va falloir prendre du temps pour réfléchir à ce monde d'après dans chaque entreprise. Alors, on peut réfléchir au niveau d'une association comme Respire pour un secteur dans sa globalité, mais après, ça n'empêche pas qu'il faut que chacun, dans sa propre entreprise, ait une vraie réflexion sur c'est quoi, dans ce contexte-là, c'est quoi notre monde d'après à nous. Et du coup, pour stimuler et engager les équipes, c'est difficile de leur dire on est dans un moment de crise, comment est-ce qu'on trouve des solutions quand nous, en tant que patron, on n'arrive pas à trouver forcément des solutions nous-mêmes. Donc moi, je trouve qu'il y a 3 choses qui peuvent être intéressantes, 3 points. Donc la loi Pacte, j'en ai parlé puisque c'est une loi qui a été mise en place, en fait, qui a été votée en 2019, donc elle est récente. Tout le monde ne s'est pas saisi du sujet, voire quasiment personne dans notre secteur s'est encore saisi du sujet. Moi, je pense que ça peut être un truc assez intéressant pour essayer de dire à ses collaborateurs, voilà, il y a une loi, cette loi, elle nous oblige à changer et elle nous oblige à redéfinir, en fait, le rôle de la société au-delà des enjeux économiques, vraiment sur en fait, les objectifs sociaux et environnementaux. Et je pense que c'est quelque chose qui peut être réfléchi de façon collégiale avec ses collaborateurs quand on en a, ou avec peut-être parfois des partenaires ou des concurrents en disant, bah, en fait, finalement, c'est quoi mon rôle et c'est quoi les objectifs sociaux et environnementaux qu'on décide de se fixer.
je pense que ça, c'est quelque chose de plus positif que de dire on est mal, on ne sait pas où on va. Et voilà. Donc, en se disant, si demain, on avait l'occasion en fait, de prendre ce qui marchait bien chez nous et puis de construire, d'augmenter en fait, ce qui allait bien chez nous en réfléchissant aux objectifs sociaux et environnementaux, qu'est-ce que ça donnerait? Et moi, je crois que là, il faut faire confiance à ses collaborateurs, à ses partenaires et aux gens qui nous entourent pour écouter leurs idées. Ça, c'est encore un vrai sujet aussi qu'il faut avoir, mais la confiance dans le collaborateur, elle est clé là-dedans dans la réflexion qu'on va avoir sur la suite. Et dans cette réflexion, il faut engager tout le monde. Il faut engager aussi ceux qui sont, à mon sens, en chômage partiel et ceux qui sont en télétravail aujourd'hui. Je pense qu'il faut vraiment engager tout le monde là-dedans. Donc ça, c'est un premier point. Donc, c'est la loi Pacte. Je pense qu'il y a un deuxième point qui est intéressant. Moi, en tout cas, je m'y intéresse de plus en plus énormément, qui est l'innovation frugale. Alors, l'innovation frugale, c'est un concept d'innovation qui a été, en fait, qui vient des marchés émergents, donc des marchés qui sont très contraints économiquement. D'accord? Donc, on a vu notamment beaucoup se développer en Inde. Et l'idée, c'est vraiment de réfléchir à comment est-ce qu'on peut faire mieux et plus avec moins. Et je crois vraiment, alors Eric aussi avait retransféré des articles là-dessus parce qu'il y a eu des articles dans la presse touristique sur le sujet, mais je crois vraiment que ça aussi, ça peut être un enjeu en fait pour relancer et réanimer ses collaborateurs en disant bah, finalement, voilà, notre sujet de demain, ce sera d'essayer de faire plus et mieux avec moins. Comment on fait? Et en fait, quand on se pose cette question et quand on prend un peu de temps sur ce sujet-là, en fait, le mieux peut être très différent. En fait, chacun peut imaginer le mieux différemment. Peut-être que mieux, ça peut être des clients, peut-être que mieux, ça peut être du chiffre d'affaires, peut-être que mieux, ça peut être des destinations. Enfin, il faut définir ce qu'on entend par mieux et ce qu'on entend par moins. Et en fait, on peut faire plein de scénarios entre le mieux et le moins pour arriver à identifier. Et moi, je pense qu'il y a une stimulation des équipes ou de soi-même d'ailleurs, qui peut être intéressante en se disant, bah, tiens, chaque jour, je vais essayer une équation différente. Comment est-ce que je fais? Je ne sais pas. Bah alors, on va dire plus de clients et moins de collaborateurs. Si j'essaye ça, qu'est-ce que ça donne? Si j'essaye de me poser la question de dire comment est-ce que je fais mieux, c'est-à-dire plus de produits, plus de ventes avec dans moins de destinations, par exemple. Bon, voilà, ça c'est des exemples comme ça que je vous donne, mais je pense que ça aussi, c'est pareil, c'est plus facile que d'arriver encore une fois, voir ces équipes en disant, bon, on est mal, tout est catastrophique et donc il faut qu'on trouve des solutions. En fait, partir de là en se disant, bah, tiens, si on s'adapte à quelque chose qui existe, une philosophie qui existe et qui s'est développée particulièrement dans des marchés contraints, on sait qu'au sortir de cette crise, on sera dans un marché contraint. Donc, comment on fait? Et comment est-ce qu'on s'inspire des marchés émergents? Ça, c'est aussi une belle preuve d'humilité pour en fait repenser le monde d'après. Donc, ça, c'est un autre point que je vous donne. Et après, un autre point que je trouve aussi intéressant, c'est comment on revient à l'état d'esprit qu'on avait au début. Et donc, quelque part, comment est-ce qu'on revient, en fait, comment est-ce qu'on intègre un peu ce qu'on entend aujourd'hui, dont on parle, ce qui est la philosophie start-up. Finalement, aujourd'hui, les start-up, c'est l'image de l'innovation, donc de ceux qui réfléchissent à des trucs innovants. C'est eux qui ont cette image-là. C'est eux qui sont… Alors, il y a tout à redire sur les startups. Je vous dis simplement, en tout cas, sur l'état d'esprit dans ce qu'on entend sur les startups, c'est ça, c'est ce qu'on dit. C'est quelque part, c'est des gens, c'est à la base des gens qui sont convaincus de leur idée, qui sont convaincus qu'elle est novatrice. On se rend compte quand on creuse qu'elle ne l'est pas toujours, mais la réalité, c'est que c'est des gens qui sont convaincus de ça et qui, en fait, ont une vraie rage en fait, de faire adhérer l'ensemble du marché à leur idée. Et pour ça, ils vont se challenger, ils vont aller dans des incubateurs, ils vont se faire accompagner, ils vont faire des concours, ils vont faire des pitchs. Et finalement, ils vont en fait se faire challenger sans arrêt et se remettre en question tout le temps jusqu'à ce qu'ils trouvent le bon modèle en fait pour leur idée. Et quelque part, ça aussi, ça peut être une idée intéressante de travailler avec ses collaborateurs dans ce sens-là, en se disant comment est-ce qu'on revient à nos valeurs de départ, parce que de toute façon, on va devoir réinventer des nouvelles choses. Donc, comment est-ce qu'on revient à ça et comment est-ce qu'on se remet dans une position en fait de start-upper? C'est quoi l'idée qu'on porte?
et comment est-ce qu'on va la challenger le plus possible auprès du marché. Je ne dis pas qu'il faut toujours sortir une nouvelle idée. Peut-être que c'est quelque chose en réalité qu'on a développé déjà depuis 3, 4, 5 ans, un produit, une destinée, un truc, des valeurs, mais juste qu'on n'a pas suffisamment peut-être mis en avant et en fait savoir comment est-ce qu'on les reprend et comment est-ce qu'on les met en avant avec cette philosophie startup de dire je vais me faire challenger par l'ensemble du marché et je me remets en question tout le temps pour trouver le bon modèle et faire en sorte que ça marche. Donc ça, c'est quelques exemples en fait, que j'avais envie de partager avec vous sur comment est-ce qu'on peut en fait, peut-être réintégrer nos équipes, les recomposer, les réengager sur une réflexion en fait, avec un côté un peu peut-être plus positif. Et puis, quel que soit l'axe qu'on prend, d'ailleurs, à mon avis, on peut prendre tous ces axes-là, ils peuvent être aussi complémentaires. On peut avoir des réflexions en se disant, tiens, cette semaine, je réfléchis en mode loi Pacte, cette semaine d'après, je réfléchis en mode innovation frugale. Enfin, moi, je pense qu'il y a des challenges à mettre comme ça en interne pour stimuler ses équipes et ses partenaires, peut-être les parties prenantes aussi avec qui on veut travailler à destination, en se disant, bah, tiens, viens, on se re-challenge ensemble et on réfléchit ensemble avec tel DMC sur comment est-ce qu'on va réussir demain à faire mieux ensemble avec moi. Voilà, c'est peut-être quelque chose qui peut être intéressant et en tout cas, on construit et on est dans le positif, quoi. Et là-dedans, il faut absolument les points clés, quels que soient encore une fois les axes qu'on prenne, c'est de vraiment, pendant qu'on fait ça, d'instaurer auprès de nos collaborateurs cette culture du changement et d'agilité qui n'est pas réelle dans toutes les boîtes. Alors, il y en a qui sont très agiles, certainement entre vous, mais il y en a qui ne le sont pas. Donc, c'est comment est-ce que du coup, je saisis aussi cette opportunité de réfléchir et de faire réfléchir mes équipes en introduisant cette culture du changement. Comment est-ce que j'intègre du coup en même temps des nouveaux rythmes, donc avec cette notion de télétravail, mais surtout en fait de travail hybride avec une partie de présentiel et une partie en distanciel. Comment est-ce que je mesure les conséquences de tout ça et des outils sur lesquels il faut que je m'appuie pour maintenir le lien avec tout le monde? Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai des boîtes avec lesquelles j'échange qui me disent que, en fait, il y a 50% de leurs collaborateurs qui sont en chômage partiel, pour ne pas dire plus, à quasi 100%, et qu'en réalité, ils n'ont pas réellement de nouvelles d'eux et ils n'en prennent pas non plus parce qu'ils sont tels dans le guidon, que c'est ceux qui participent à l'effort de guerre et que du coup, ils n'ont pas le temps de s'occuper d'eux non plus. Mais après, au moment où il faudra réengager tout le monde, ça va être quand même compliqué de se dire, bah, tiens, on claque des doigts et puis la personne, elle est super animée. Ça fait 9 mois qu'elle n'a pas entendu parler de nous. Et tout d'un coup, elle va reprendre les objectifs qu'elle avait et sans aucun problème. Donc, il y a un vrai enjeu là-dessus. Et du coup, il faut repenser, à mon avis, là-dedans aussi, le rôle donc, des managers, de ceux qui sont en lien avec ses collaborateurs. En fait, finalement, comment est-ce qu'on change aussi de paradigme et comment est-ce qu'on change les indicateurs de performance de ces managers en se disant, finalement, l'objectif n'est pas seulement que ces gens-là fassent en sorte que les objectifs chiffrés soient atteints, mais c'est peut-être aussi, il faudrait peut-être aussi leur mettre des indicateurs qui sont plus humains sur la performance et en fait, comment est-ce que dans leur quotidien, ils contribuent au développement des talents de leurs collaborateurs. Alors, voilà ce que je voulais vous dire en intro, en cadrage, avant de rentrer sur la partie questions-réponses. Fabio? Non, pas Fabio. Le micro, ouais. Voilà, excuse-moi, j'avais un petit souci des connexions. Allô, vous m'entendez? Oui, bon, Fabio, oui, on t'entend, Fabio. Oui, on t'entend, Fabio. Est-ce que tu veux qu'on passe à la partie questions-réponses? Ben écoute, pourquoi pas, effectivement, ça peut être un début, mais je laisse animer notre ami Eric, qui était un peu prévu comme animateur de cette réunion. Hein? Donc, je te laisse la main volontiers, Eric, pour ça. Oui, alors juste deux petits points. Donc, j'ai partagé pendant que Marine nous parlait, j'ai partagé 2-3 articles que j'ai retrouvés sur la frugalité, en fait. Hein, donc, frugalité dans le tourisme. Il y a des articles qui sont parus récemment. Il y a un autre point aussi, je voudrais rebondir rapidement, Marie,
quand tu parlais d'entreprise à mission, alors pareil, j'ai vu ça hier, tu l'as sans doute vu. Je ne vois pas que l'entreprise à mission, ça tombe bien. C'est juste hier, en fait, il y a Explora Project que tu connais bien, je pense à une startup qui est à Annecy avec Alex Gauthier, voilà, qui devient la première agence de voyage française à mission. Donc ça rentre complètement, je pense, dans ce que tu disais. Et c'est aussi significatif que c'est une startup qui s'est mis là-dessus, quoi. Voilà, c'est pas une boîte entre guillemets traditionnelle de tourisme. Donc c'est intéressant que tu réagisses. On se rend compte là que dans les, en fait, sur ce qui avait été avancé jusque-là par certaines entreprises, c'était plutôt de se rapprocher celles qui sont plus avancées sur ces réflexions-là, c'est celles qui se sont rapprochées du label ATR, en fait, de l'association ATR et qui ont essayé de se faire labelliser ATR. Et on aurait pu s'attendre à ce que les premières boîtes qui ont été labellisées ATR comme Atalante, Voyageurs du Monde et tout, soient les premiers à se saisir du sujet de la RSE et du coup devenir des entreprises à mission. Et aujourd'hui, c'est pas pas le cas. Et on se rend compte que c'est plutôt des structures plus agiles, d'où ma réflexion sur le fait de comment est-ce qu'on essaye de réinculquer vraiment de l'agilité dans les cultures d'entreprise, parce que je pense que c'est clé. Et je pense que beaucoup sous-estiment ces enjeux en fait, de RSE, parce que, alors, il y en a qui les sous-estiment et puis il y en a qui les sous-estiment pas, mais qui ne savent pas par quel bout prendre le sujet. Mais la réalité, c'est que je pense que vraiment, il y a un mouvement de fond là qui est très fort et qu'au sortir de la crise, je pense que les clients vont être très sensibles à ça. Alors, on a tendance à toujours reparler du côté greenwashing. Moi, je crois vraiment qu'aujourd'hui, les gens, ils sont éduqués là-dessus et que vraiment, la crise, elle dure là. Donc, en fait, elle fait se reposer des questions vraiment de fond sur notre façon de consommer, sur notre façon de voir notre planète, de voir l'autre. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'important qui est en train de se dérouler là-dessus. Je vais laisser la parole à la salle. Donc là, on n'est pas beaucoup, donc on peut poser les questions en direct. Donc si certains veulent s'exprimer par rapport aux points qui ont été moi, je voudrais poser une question, moi, Marie. Vas-y. Marie, est-ce que tu crois, par rapport à ce que tu viens de dire aussi, que justement, je ne parle pas de Respire particulièrement, mais des mouvements un peu similaires à Respire ont davantage un rôle à jouer plutôt que des grosses entreprises comme Voyageurs du Monde, par exemple. Parce que moi je trouve qu'il y a un double intérêt de ce point de vue-là, c'est-à-dire que Voyageurs du Monde est un peu trop clivant et un peu trop gros aussi pour poser certaines interrogations au nom de la profession. Et puis, je suis personnellement beaucoup plus sensible à un processus d'intelligence collective plutôt que l'intelligence et la connaissance d'un seul. Donc, est-ce que tu ne crois pas qu'il faudrait se diriger de plus en plus vers ça, justement concernant les RSE particulièrement, plutôt qu'effectivement laisser les choix des grosses entreprises. Finalement, ce que tu dis ne me surprend pas tellement, c'est-à-dire que ce soit une petite structure qui a bougé la première là-dessus, c'est, à mon sens, c'est plus logique parce que dans une grosse boîte, il y a d'autres complexités, d'autres choses qui rentrent en jeu, sans compter aussi les rôles un peu politiques, entre guillemets, de certains personnages, quoi. Ouais, alors moi j'aurais tendance à te dire que l'idéal, ce serait la complémentarité de ces actions, hein, qu'il y ait quand même les gros historiques qui bougent aussi sur le sujet et qu'ils bougent avec des nouveaux mouvements et des collectifs comme Respire. Malheureusement, ce n'est pas toujours ce qui se passe parce qu'après, ça c'est l'ego et l'être humain qui ressort et souvent, et donc du coup, des gens qui ont peur de perdre quelque part un peu leur place, leur statut, donc ont du mal à laisser leur place à des nouveaux mouvements. Mais ça, je vais te dire, moi, je l'ai vu pendant 14 ans en étant à l'Escalette. Enfin, je veux dire, l'être humain est comme ça. C'est-à-dire que quand tu formes des étudiants qui ont la tête bien faite et qui sont bons dans les entreprises, bah, ils rentrent pour certains dans des entreprises dans lesquelles il y a beaucoup d'ouverture et on les
on les accueille et on les fait grandir très vite. Et il y a d'autres boîtes dans lesquelles on explique vraiment tout ce qui leur manque et qui fait qu'il faudra qu'ils attendent 5 ou 10 ans avant de devenir quelqu'un et de pouvoir vraiment prendre des responsabilités. Donc ça, c'est des choses qu'on voit tout le temps. Donc, c'est vrai à un niveau d'entreprise quand tu intègres une nouvelle ressource, mais c'est aussi vrai au niveau d'un secteur quand tu as des nouveaux mouvements comme Respire et d'autres qui se sont créés pendant le confinement et qui ne sont pas portés justement par les historiques et avec les conflits que ça peut générer de temps en temps. Mais moi, je pense que ça pourrait être porté aussi par tu vois, des gens comme Voyageurs du Monde ou d'autres, pour autant que, en fait, c'est une question d'état d'esprit. La réalité, c'est que je pense que c'est une question d'état d'esprit, d'agilité et d'ouverture, en fait. Et le problème, c'est qu'effectivement, quand on a… C'est un peu le problème qu'on a, c'est que souvent, quand ça fait des années qu'on est là et qu'on est le numéro 1, bah, on a moins, en fait, cette ouverture sur la nouveauté, sur les nouvelles énergies et c'est parfois ce qui peut être dommage. Mais si tu vois, oui, je suis d'accord, mais tu vois, par exemple, moi je trouve qu'il y a aussi une question, tu vois, un personnage comme Jean-François Réal, on parlait des Voyageurs du Monde, est loin de faire l'unanimité dans la profession. Parce que même s'il a eu une réussite spectaculaire, et j'ai beaucoup de respect pour lui pour ça, mais c'est quand même quelqu'un qui se positionne de manière un peu professorale, qui se met un peu en donneur de leçons. Donc, beaucoup de gens ont un peu de mal avec les personnages, même si les idées du fond peuvent être bonnes et un peu clivantes parfois, un peu extrêmes parfois, mais malgré tout, voilà. Est-ce que justement l'effet de dire on est dans un mouvement d'intelligence collective où il y a beaucoup de gens autour de la même table n'est pas plus intéressant que s'il y a deux ou trois personnages qui portent la chose, qui en plus, en général, sont toujours les mêmes, quoi. Alors moi, je crois que Jean-François, s'il n'avait pas été comme ça, en fait, il n'aurait pas… il n'aurait pas percé comme il a percé et il ne serait pas allé au bout en fait de son entreprise comme il y a été. Donc la réalité, c'est que moi je pense qu'il faut vraiment des Jean-François Réal pour pousser des sujets jusqu'au bout. Surtout quand ils sont clivants comme ça. Par contre, après, c'est pour ça que les objectifs ne sont pas les mêmes. Après, ce qu'il faut, c'est qu'il faut effectivement ne pas suivre qu'une seule pensée et que le courant de pensée peut-être de Jean-François, mais qu'il faut le compléter par d'autres. Mais je pense qu'il faut des personnalités. Tu sais, moi, je suis pas pour non plus le côté trop lisse de tout le monde est bienveillant tout le temps, tout le monde s'écoute tout le temps, tout le monde a le même niveau de parole tout le temps. Je pense qu'il y a des gens qui savent quand même parfois plus que d'autres sur certains sujets et qu'on a intérêt à les écouter aussi. Et je pense qu'après, ce qu'il faut, c'est rester toujours ouvert à des nouvelles idées et qu'il faut toujours être capable de remettre en cause ce qu'on vient de dire et ce qu'on pense et accepter de se faire rechallenger en permanence. En fait, bon, moi, je suis plutôt sur là-dessus. Je pense qu'il faut… mais par contre, je pense qu'il faut des grosses personnalités. Hein. Je pense que si tu regardes Explora Project, par exemple, quand on parle de start-up, je veux dire, Alix, c'est une vraie personnalité qui avait monté Copine de voyage avant et puis qui maintenant a monté Explora Project avec Stan, qui est aussi quelqu'un qui est une vraie personnalité qui plaît ou qui déplaît. Mais moi, je pense que ça, après, voilà, chercher l'unanimité, chercher à faire l'unanimité chez tout le monde, je pense que c'est un vœu pieux. Non, mais ça, juste un petit point pour compléter ce que disent Fabio et Marie. Bon, moi qui n'étais pas dans le tourisme avant, j'étais chez Danone. Danone, c'est la première entreprise du CAC 40 à être entreprise à mission. Donc, ça veut dire, c'est pas parce qu'on travaille dans une grosse entreprise qu'on ne peut pas devenir entreprise à mission. Simplement, il suffit qu'à la tête, il y ait des gens qui soient, comme disait Marie, qui aient ça en tête et qu'après, ça suit, quoi. Donc, le fait de dire, oui, souvent, c'est des grosses boîtes dans le tourisme, donc ils ne vont pas oser pour plein de choses, c'est que les startups qui peuvent se lancer là-dedans, je ne pense pas que ce soit obligatoire et vrai, en fait. Non, et moi, je pense, après, peut-être que je me trompe, j'en sais rien, je ne suis pas dans les petits papiers, mais bon, je pense que des gens comme Voyageurs du Monde sont en train d'y réfléchir et qu'en tout cas, ils sortiront quelque chose sur la RSE, ça me semble assez évident.
Donc, en fait, voilà, Fabio, pour répondre à ta question, moi, je pense qu'il faut de tout. Il faut de la complémentarité sur toutes les actions et surtout, en fait, je trouve que ce qu'on a le plus de mal à faire, c'est de reconnaître les actions de tout le monde et le rôle de chacun, en fait. Et moi, je pense que, voilà, il faut des assos comme Respire, il faut des grosses personnalités comme Jean-François, il faut la fraîcheur des étudiants, là, comme je suis contente, je vois qu'il y en a qui sont connectés, ça me fait plaisir de vous voir. Enfin, voilà, il faut de tout ça et en fait, il faut essayer de juger le moins possible et c'est ça qui est le plus difficile en réalité. C'est ça qui est le plus difficile. C'est ne pas trop juger tout en n'étant pas que lisse et ne jamais donner son avis, quoi. Voilà. Ok, merci. Est-ce que toute d'autres façon, personnes veulent intervenir dans le débat? Bon, alors, j'ai un petit point, on n'a pas trop parlé, Marie, je vais relancer là-dessus. Donc, bon, tu as parlé on a vu récemment, il commençait à y avoir des PSE, etc. Donc, style même Vaneos, je pense qu'ils ont annoncé un PSE de 50 personnes, il va y en avoir des pires. Donc, il y a le gros sujet qui risque d'arriver de la fuite des talents pour la suite. Comment tu envisages ce sujet-là? Bah, en tout cas, je pense que je comprends que ce ne soit pas la priorité aujourd'hui du secteur, donc on n'en parle pas beaucoup, mais je pense que vraiment, ça va être le plus gros problème de demain et de la reprise. Parce qu'à un moment, on va être freiné dans la reprise, surtout si on est optimiste et que ça reprend très fort, je pense qu'on risque d'avoir un problème. On risque d'avoir un problème parce qu'effectivement, je pense qu'il y a aujourd'hui beaucoup de talents qui sont en train de partir ailleurs. Et je pense qu'il y a un enjeu de filière qui est global. Et moi, je pense que en fait, il n'y a pas un enjeu à revaloriser la filière, c'est-à-dire à essayer de voir ce qui était bien, ce qu'on savait sur cette filière, mais vraiment de lui donner des nouvelles valeurs et donc de valoriser la filière en elle-même. Parce que je pense qu'en réalité, il y avait une vision qui n'était pas forcément très claire de la part, on va dire, du grand public de ce qu'est le tourisme et de ce que peuvent être les métiers dans notre secteur. Parce bon, franchement, moi, j'ai vu en 14 ans, 95% des étudiants venaient pour être chef de produit chez un tour opérateur. C'était vrai depuis le début de l'ESCAET et c'était vrai encore en tout cas en 2020. Donc, je pense qu'il y a une vraie méconnaissance des métiers. Et donc, plutôt que d'essayer de reprendre des choses qui ont été déjà faites et tout, je pense qu'il y a un vrai sujet qui peut être très intéressant et qui peut être d'ailleurs un sujet Respire, à mon avis, qui est vraiment de comment est-ce qu'on valorise cette filière et comment est-ce qu'on montre en fait les opportunités qu'il peut y avoir dans un secteur comme le nôtre, notamment en fait dans le monde d'après. Même s'il faut faire attention avec ce terme du monde d'après, mais je pense réellement que plutôt que de reparler des trucs d'avant, je pense que vraiment en se projetant, en fait, montrer en quoi vraiment il y a des métiers et des enjeux au niveau de notre secteur qui sont passionnants. Merci. D'autres questions? Je suis d'accord que c'est un vrai sujet. Et puis, on avait ces dernières années pas mal de gens qui venaient aussi au tourisme sur une deuxième carrière, sur de la reconversion professionnelle. Et j'espère parce que ça aussi, c'est des talents qui sont intéressants. Et j'espère que tu en fais partie, Eric, et on a eu l'occasion de t'avoir à l'ESCAET. Mais je veux dire, j'espère que tu vois des gens qui sont chez Danone et qui ont envie de se tourner vers le tourisme le feront encore, quoi. Vraiment, je pense que c'est vraiment important. Et Marie, Fabio? et comment, à ton avis, peut-on faire passer ce message? C'est-à-dire, comment peut-on avoir un regain d'intérêt pour le tourisme et pour que des gens reviennent vers le tourisme en se disant tout n'est pas fait, il y a encore des choses à faire, il y a beaucoup de choses qu'il faut développer, qu'il faut faire progresser. Parce qu'aujourd'hui, le tourisme est un secteur qui, malheureusement, a une très mauvaise image de marque. Déjà, les agences de voyage, bon, vis-à-vis de l'Internet, vis-à-vis des clients qui réservent sur Internet, tu sais
bien quelle est l'image qu'on peut avoir, je n'ai pas besoin de te l'expliquer. Non, non. C'est un peu une image un peu vieillotte, donc il faut peut-être redonner une nouvelle dynamique à ça aussi pour attirer les talents. Mais par où commencer, à ton avis? Ben, en fait, je pense qu'il faudrait donner une vision assez claire. Déjà, il faudrait être lucide sur ce qui se passe aujourd'hui et communiquer de façon un peu plus claire sur ce qui se passe aujourd'hui et sur quels sont les modèles qui sont en train de tomber et d'être clair là-dessus, en fait, d'arriver à donner une vraie, à mon avis, photo très juste de ce qui est en train de tomber et une deuxième photo à côté de ce qui est en train de se reconstruire. Mais pour ça, il faudrait être clair sur ce qui tombe et clair sur ce qui est en train de se reconstruire. Et donc, du coup, dans ce qui est en train de se reconstruire, donner la parole à ces gens qui sont en train de reconstruire autre chose, quoi. Qu'on apprenne à mieux accepter et à mieux accueillir toute cette audace qui peut déranger. Ouais, et puis surtout à accepter le fait qu'il y a un certain modèle qui est en train de se terminer. Ouais. Moi, je pense que ça, ce serait une preuve de maturité dingue du secteur si on était capable de montrer ce qui est en train de tomber et en fait d'accueillir, tu sais, d'en faire le deuil tous ensemble. En fait, c'est un peu, voilà, mais vraiment ça, en fait, et de dire, tu vois, on accepte ça, on sait, ça fait longtemps. Enfin, tu sais, c'est un peu comme une espèce de maladie qui dure depuis longtemps. Ça fait longtemps qu'on nous en parle de toute façon de cette espèce de mort à petit feu d'un certain modèle. Bah voilà, l'accueillir, l'accepter, le dire, être très clair avec ça. Et puis ensuite, essayer de montrer et d'analyser correctement et avec, tu sais, précision, en fait, les signaux faibles de ce qui est en train de se reconstruire. Et aujourd'hui, en fait, c'est marginal parce que encore une fois, c'est les startups, souvent. Et puis, du coup, moi, ce que j'entends beaucoup de gens qui sont installés depuis très longtemps, c'est oui, non, mais d'accord, mais lui, il n'a rien prouvé. La seule chose qu'il fait, c'est lever des fonds. Et en fait, on ne s'est même pas posé la question de ce qu'il proposait vraiment. Et en fait, l'idée, ce n'est pas tellement de dire je vais le faire avec le même modèle économique que lui. Si on n'a pas cette culture-là, je pense que ça ne sert à rien. C'est pas simple et il faut avoir envie d'être là-dedans. Mais par contre, juste sur la philosophie et sur l'idée sur lesquelles ces gens sont en train de plancher, peut-être que ça peut être inspirant en se disant moi, dans mon modèle existant plus traditionnel, avec en fait des équipes qui ont un vrai historique, un vrai savoir-faire sur un certain nombre de choses, peut-être que je pourrais m'inspirer de cette philosophie et de cette espèce de tendance de écouter ce signal faible et puis voir ce que moi, je suis capable de construire avec ma culture à moi. Justement, dans les fameux modèles dont tu parles, concrètement, en fait, c'est quoi ta vision par rapport à ça? Les modèles qui vont tomber, toi, tu as quoi en tête? Alors, évidemment, personne ne sait ce qui se passera demain. C'est dur, là. Bon, et puis, c'est enregistré, hein, mais bon. Oui, c'est pour ça. C'est quoi ta vision par rapport à ça? Non, c'est dur. Ouais, c'est dur. C'est dur. C'est dur. Et je pense qu'en tout cas, ce qui est sûr, c'est que il y a ceux qui n'auront pas intégré du tout les nouveaux outils de communication et la nouvelle façon d'aller vers le client. Il y a ceux qui n'ont pas intégré en fait les nouvelles expériences que veulent vivre les clients à destination, qui vont au-delà de l'hébergement et du transport qui te permet de t'amener d'un aéroport A à un aéroport B, puis de l'aéroport à ton hôtel, quoi, point barre. Donc, il y a ça. Et puis, je pense que ceux qui continueront à regarder les autres acteurs comme soit des concurrents, soit des gens qui, de toute façon, n'ont rien compris. Tu sais, as des gens qui toujours t'expliquent qu'en fait, eux, ils n'ont rien compris et que ce n'est pas comme ça qu'il faut faire et qu'eux, ils font mieux et que, en fait, ils ont peut-être moins de résultats aujourd'hui, mais c'est parce que, en fait, ils sont mal compris par le monde. Mais s'ils étaient bien compris par le monde, alors les gens reconnaîtraient que c'est leur modèle qui est le mieux. Je pense qu'à un moment, là, il faut se poser des questions et puis se dire que
c'est peut-être pas la bonne façon de penser. Donc, je pense que c'est ceux qui remettent pas le client finalement en fait, qui pensent à la place du client et qui se disent le client aujourd'hui il a besoin de ça, ou en tout cas hier il avait besoin de ça, donc aujourd'hui il doit encore avoir besoin des mêmes choses. C'est ceux qui n'essayent pas de se mettre à la place du client et de lui proposer à la fois le produit qu'il veut et en même temps la façon d'y accéder telle qu'il le souhaite aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais souvent les choses qui se créent, c'est souvent des personnes qui n'ont pas cherché à nous découvrir en soi, l'industrie du tourisme. C'est des gens qui ont… Voilà. Et c'est pour ça qu'en fait, du coup, derrière, ils sont novateurs, audacieux, qui nous dérangent, etc. Mais en fait, et puis ils s'écoutent eux. Et après, c'est une question de communauté. C'est-à-dire qu'en fait, moi, qu'est-ce que j'ai envie? Donc, je fais. Et après, c'est une question de communauté, d'énergie globale et qui fait que ça crée le produit et l'expérience et l'idée et tout ça. Et… Tu sais, Lisiane, pire que ça, en fait, ils veulent même, enfin, pour beaucoup, hein, ils ne veulent pas voir rencontrer les acteurs du secteur parce qu'en fait, ils ne veulent pas rentrer là-dedans. Ils se rendent assez vite compte qu'il y a un côté… alors, il y a un côté super chouette dans notre secteur, c'est le côté humain, réseau, tout ce que tu veux. Et en même temps, ça a un côté… c'est la roue qui tourne. Parce que finalement, on est tous dépendants des uns des autres, qu'en fait, il y a aussi des liens humains là-dedans qui fait que du coup, on n'ose pas, tu vois, on n'ose pas dire à un tel que finalement, c'est plus le bon partenaire, qu'il faudrait qu'il se réinvente sur tel ou tel truc. Et donc, finalement, je ne crois pas qu'on tire toujours notre secteur vers le haut. Voilà. C'est une roue qui tourne. Et puis, là, 2020, on est dans ce secteur beaucoup dans des guerres de clochers. Donc, c'est vrai que dans les gens qui réinventent les expériences et les produits, c'est souvent des gens, effectivement, qui sont en dehors de la sphère qu'on peut connaître, quoi. Mais je veux juste partager. Allô ? J'attendais que Maxime parle aussi. Ouais. Oui, voilà, je veux juste partager mon expérience parce que ça me fait. J'ai beaucoup aimé ta présentation. Merci. Marie, moi-même, je ne suis pas. J'étais chez Danone, en fait, chez Blédina. Je sais. Voilà, comme Eric, je suis parti en Thaïlande un beau jour. Je n'étais pas dans le tourisme, mais j'ai lancé Very Local Trip il y a 6 ans, de par ma vie d'expat basée en Thaïlande, qui recevait souvent des demandes de personnes qui ne se retrouvaient pas dans les services des agences et qui voulaient visiter la ville avec un ami local. C'est né comme ça. J'ai tenté une aventure entrepreneuriale avec l'esprit start-up levée de fonds qui ne s'est jamais faite finalement. Tant mieux. Ça s'est transformé de manière très organique. Et aujourd'hui, j'ai une collaboratrice qui peut travailler de n'importe où dans le monde, du moment qu'on travaille en toute confiance, de toute façon, il n'y a pas de souci. On a des rapports avec Slack ou WhatsApp tous les jours avec mes 30 pays dans le monde. Donc, la crise n'a rien vraiment changé en termes de télétravail puisque j'y étais déjà. Et aujourd'hui, mon point, c'est à l'époque, j'ai été approché par un des leaders justement du voyage sur mesure qui a été beaucoup cité dans cette réunion. Il est venu taper à ma porte justement en me disant « J'aime bien ce que vous faites, on pourrait travailler ensemble ». Et moi, je n'avais même pas pensé à travailler parce qu'avec des gens qui sont dans le tourisme, puisque j'étais dans le mode « On est différent des agences, nous », parce que ce qu'on propose, c'est un peu différent et ce n'est pas avec un guide classique. Et finalement, c'est venu à moi. Et aujourd'hui, c'est comment aussi se faire entendre. C'est-à-dire qu'effectivement, quand Voyageurs du Monde envoie un communiqué de presse pour que Jean-François Rial prenne la parole, il va être très écouté, très entendu. Quand Maxime Besnier, Very Local Trip, lance un communiqué de presse, ça risque de tomber noyé dans la masse. Bien que, apparemment, cette semaine, il va y avoir un article dans Tourmag, justement, sur un nouveau concept que je lance. Macron a pris, avec son intervention, a pris un petit peu le devant pour Tourmag. Mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, c'est un exemple tout con. C'est juste encore une fois un constat et qui était que en fait, beaucoup de voyageurs parfois joignent l'utile à l'agréable quand ils voyagent à l'autre bout du monde. Typiquement, ils recherchent à développer du business, à faire des contacts, visiter des ateliers, des entreprises, rencontrer des alter ego dans leur domaine. Et ça, on peut l'organiser parce que la frontière entre le business travel et le voyage de loisirs ou d'agrément est de plus en plus fine. Donc voilà, c'est un concept qu'on lance, ça s'appelle My Local Fixer. Et ça, je commence à en parler autour de moi et c'est quelque chose que voilà, je sens des gens qui disent oui, bon, qui ignorent un peu le truc et je pense que dans 5 ans, ce sera beaucoup plus démocratisé que ça l'est aujourd'hui. Comme était le concept d'ami local il y a 5 ans, c'est devenu quelque chose de beaucoup plus démocratisé. Je pense que c'est aussi un canal, il y a un canal de communication, il y a quelque chose que tu fais qui est différent à ce niveau-là. Tu vois, tu sors de ce qu'on a l'habitude de voir en fait, en termes de communication.
T'oses des Voilà. choses et t'essayes. Surtout, t'essayes. C'est ça le truc, en fait. En C'est que fait, si ça va pas, tu vas remodeler. Tu es agile. bah, c'est ça, en fait. La tagline, en toute modestie, il y a 5 ans de Very Local Trip, était Traveling Reinvented, qui n'a jamais aussi bien porté son nom qu'aujourd'hui, parce que je vois partout qu'il faut réinventer le tourisme. Voilà, je me suis rendu compte aussi qu'on avait plus à y gagner à partager ses idées qu'à les garder dans son coin et à essayer de tenter des choses et à les mettre en application. Parce qu'il y a une grosse différence entre avoir l'idée, et beaucoup de gens en ont, et la mettre en application. Donc ça, c'est aussi un peu peut-être l'esprit startup, je ne sais pas, enfin, je me retrouve un petit peu dans beaucoup de choses qu'a cité Marie. Mais voilà, et je pense que les acteurs, je ne pense pas que les agences de voyage soient forcément mauvaises, soient désuètes. Enfin, je pense que les modèles comme Thomas Cook, effectivement, ça s'effondrait avant la crise. La crise révèle des choses, mais il y a beaucoup d'agences qui sont assez novatrices ou qui veulent justement travailler des concepts novateurs. J'en connais pas mal. Donc, enfin, considérés comme novateurs. Donc voilà, je pense que… Mais le souci, c'est de se faire entendre et justement que des petits acteurs comme moi, par exemple, puissent aussi avoir une visibilité. C'est un peu le challenge parfois. Mais ça, je suis d'accord. C'est un des enjeux et c'est pour ça que je dis que moi, il faudrait une complémentarité entre des acteurs plus tradis et des nouveaux mouvements, tu vois, comme Respire. Et je pense que moi, je crois qu'il faut persévérer et qu'à terme, c'est ce qu'il faudrait arriver à faire. En fait, il faudrait arriver à ce que tout le monde, tu vois, puisse bénéficier du savoir-faire ou de l'apport de l'autre en réalité. Voilà, je pense qu'il y a des nouvelles idées qui émanent de plein de gens et il faudrait les entendre. Et puis après, il y a la force effectivement de frappe, de communication, d'histoire de certains acteurs sur lesquels il faut aussi s'appuyer. Donc, voilà, je pense qu'il faut, dans un monde idéal, essayer d'aller vers de la complémentarité. Et après, moi, tu prêches une convaincue aussi sur le côté, voilà, il faut tester et il faut oser faire. Je pense qu'il y a aussi beaucoup d'acteurs qui sont un peu historiquement installés dans leur fonctionnement et qui ont peur, alors soit du changement eux-mêmes, soit en fait que leurs équipes n'acceptent pas le changement. C'est pour ça que je disais que en fait dans toutes les démarches et la stimulation des équipes qu'on peut avoir, il faut instaurer vraiment cette culture du changement à partir de maintenant si elle n'était pas déjà dans l'entreprise en fait. Il faut vraiment dire aux gens que quand on change d'avis un mois plus tard, un mois après avoir pris une décision, une orientation, en fait, aujourd'hui, c'est pas qu'on perd la boule, c'est simplement que de toute façon, il y a Macron qui vient de reparler, il y a des frontières qui se sont fermées, un vaccin qui est arrivé, enfin bref, il y a quelque chose qui s'est passé qui fait que on a changé l'orientation. Et je pense que les managers de demain, c'est aussi des gens qui sont capables d'imaginer dans toutes les situations le scénario du pire et le scénario du mieux, et qui sont capables de dérouler une organisation en fonction du scénario du pire et en fonction du scénario du mieux, mais aussi d'instaurer cette culture de changement chez les collaborateurs pour que ce ne soit pas vu comme, encore une fois, je perds la boule et une culture de changement, de résilience, comme on entend parler aussi beaucoup aujourd'hui de la résilience. Mais la résilience, c'est vraiment c'est quoi? L'idée, c'est de sortir de la crise sans choc post-traumatique. Donc, c'est-à-dire d'en sortir et d'être capable de passer à l'après sans avoir ni un bleu par-ci, ni un bras cassé, ni une tête un peu trop embuée, quoi. Voilà. Dans toute crise, il y a du bon, hein, de toute façon. Et cette crise, je pense qu'il y aura des bonnes choses qui vont s'en dégager. Et justement, il y a certaines personnes qui sont un peu en déshérence, j'ai envie de dire en ce moment, et c'est normal. On a pris un gros coup dans la tronche, mais je pense que ceux qui seront justement se réinventer seront là demain. Et les gros qui vont résister auront besoin aussi des petits acteurs à destination pour proposer demain des expériences originales, authentiques, personnalisées. Donc c'est vraiment du win-win dans cette histoire. Il faut que tout le monde se serre les coudes aussi, de toute façon. Ah bah ça, c'est sûr que ceux qui ont la clé du à destination vont aider beaucoup demain. Merci Maxime. Avant de conclure, peut-être Frédéric, qui a ta petite entreprise, là, qu'est-ce que ça t'évoque, ce dont vient de parler Marie durant quelques minutes? Je suis un peu perdu. Donc, c'est à la fois éclairant et très confusant, je trouve, parce que, effectivement, depuis le mois de mars, tout le monde parle du monde d'après. Donc, moi, pour ceux qui me connaissent pas, je vends pas de séjour. Je vends que des notes signature, c'est voyage sur mesure hors des sentiers battus. On se tient vraiment à ça. On a un gros panier moyen parce qu'on vend de jolies choses et qu'on fait des itinéraires fouillés avec des collaborateurs experts.
je reste persuadé que l'année prochaine, les clubs Marmara, Lukea, les trucs comme ça seront pleins à craquer, que les clients demanderont toujours des charters au départ de Brest ou de Rodez. J'en reste intimement persuadé. Et puis, je vais pas prendre trop de temps. Moi, je suis un peu perdu aussi avec le désenchantement de la plupart de mes collaborateurs qui avaient, au fil du temps, réussi à acquérir de bons salaires parce que je payais beaucoup à la commission, parce que mon modèle économique me permettait de le faire. Et aujourd'hui, les collaborateurs n'ont pas trop envie de retourner au boulot pour travailler sur des projets dont on n'a absolument pas l'assurance qu'ils partiront, que les clients partiront. Donc, voilà, j'ai déjà perdu des collaborateurs et j'ai peur d'avoir du mal à retenir les bons. Et puis, alors moi, j'ai la réputation d'être très direct, très cash et de mettre les pieds dans le plat. Il y a un truc dont on n'a absolument pas parlé, c'est le salaire. Et il faut être honnête, dans les métiers du tourisme, on a des salaires de misère, enfin, que je considère moi de misère. Et quand mes meilleurs vendeurs arrivent à atteindre péniblement 40-45 000 euros par an et qu'ils se comparent avec des agents immobiliers, par exemple, ils trouvent leur salaire absolument ridicule. Et voilà, je veux vraiment pas avoir l'air de cracher sur quiconque, mais j'ai entendu aussi bien des fois, alors je sais pas si c'est de la faute des étudiants, de la faute des écoles, de la faute des entreprises. J'ai fait 5 ans d'études, on me propose un job à 2 000 euros par mois, et ben, je suis pas d'accord parce que je vaux plus. Donc que ce soit sur les jeunes diplômés ou sur les salariés confirmés, moi je suis très craintif sur cette grosse perte de talent. Après, à chacune des entreprises d'attirer les meilleurs. Et les Alors, meilleurs pour ses clients. sur le problème de salaire, effectivement, de toute façon, c'est un truc qui existe depuis toujours. Sur le fait que un étudiant qui sort de Bac+5 mérite au minimum 2 000 euros par mois. Alors moi, j'en suis convaincue, donc je suis désolée parce que je ne vais pas me faire de copains là-dedans, mais je pense que moi, je trouve que c'est le minimum de payer. Enfin, moi, je suis à Paris. Je trouve que c'est le minimum de payer ses salariés au moins 30 000 euros par an. C'est clair. Oui, c'est pour ça que je dis que enfin voilà, on peut pas les payer en dessous. Il faut absolument que reconnaître le diplôme. Moi, j'arrête pas d'entendre plein de gens dire aujourd'hui, oui, mais en fait, on s'en fiche des études et ce qu'on veut, c'est les soft skills, les soft skills, les soft skills. Mais les soft skills, c'est pas suffisant non plus. Et je veux dire quelque part. En tout cas, moi, je l'ai vu avec les étudiants de l'ESCAET. Enfin, je veux dire, les gens ne venaient pas les chercher pour rien. Et après, charge à chaque école de se donner les moyens de former correctement les gens. Hein, parce que là aussi, dans les écoles, comme partout, il y a tout, il y a du bon et du mauvais. Mais ce que je veux dire, c'est que je pars du principe, en tout cas, je parle de ceux qui font bien leur boulot. À un moment, quand tu fais payer à un étudiant une scolarité et que tu lui emmènes avec des vraies connaissances techniques spécifiques, particulières et autres, oui, effectivement, moi, je pense qu'en sortant, il mérite un certain salaire. Et je pense que les entreprises qui ne sont pas capables de payer ça, bah, dans ces cas-là, il faut aussi être lucide là-dessus et se dire, bah, dans ces cas-là, il faut que j'aille chercher des étudiants qui sont moins capés, qui n'ont peut-être pas du coup un Bac+5, et puis bah, prendre en considération et prendre à sa charge une partie de la formation en se disant, bon, bah voilà, je vais le prendre moins capé, mais c'est moi qui vais le former sur un certain nombre de points. Je pense qu'il faut être… C'est pour ça que depuis 10-15 ans, il y a autant de jeunes en contrat d'alternance et d'apprentissage. Ouais. C'est parce que les entreprises se sont rendues compte de l'intérêt du truc. Et ce qui permet aux entreprises aussi de former à leur image des collaborateurs juniors pour pouvoir les garder après. Je pense qu'il faut être juste des deux côtés. Et après, pour répondre sur la partie effectivement de fuite des talents et de comment est-ce qu'on les retient, je pense que de toute façon, dans un environnement contraint dans lequel on va être à la sortie de crise, il y a peut-être une vraie réflexion justement à faire en disant comment est-ce que je fais mieux avec moins dans ce sujet-là, comment est-ce que je paye mieux mes collaborateurs, mais que j'en ai moins, mais que ceux que je paye, en fait, je fais un vrai pacte avec eux qui va au-delà de ce qu'on faisait avant. Par exemple, c'est une des questions qu'on pourrait éventuellement se poser, c'est de se dire, en fait, comment est-ce que je fais ça? Parce que moi, je suis atterrée des salaires dans le secteur depuis toujours. Et je veux dire, il faut à un moment, de toute façon, il faudra traiter ce sujet-là parce que
il y a aujourd'hui des boîtes, et notamment dans certaines startups et autres, dans des gens qui cartonnent, qui ont compris ça et qui capitalisent sur l'humain. Donc, qui mettent aujourd'hui, qui mettent plus d'argent sur un salaire de quelqu'un que sur des dépenses marketing ou autres que quelqu'un d'autre pourrait faire. Donc, c'est là aussi où il faut réfléchir à ce qu'on veut et comment on organise. Après, si on dit, moi, de toute façon, dans mon plan, je ne peux pas embaucher quelqu'un au-delà de 2 000 euros, alors, en fait, ce n'est pas grave. C'est juste que dans ces cas-là, on ne peut pas faire rentrer des carrés dans des ronds, selon moi. Donc, en fait, il faut, dans ces cas-là, prendre des gens qui correspondent à un niveau d'études de sortie moins capé et prendre en charge une partie de la formation et être à l'aise avec ça. Voilà. Et ce qui n'est absolument pas spécifique au métier, enfin aux formations du tourisme, j'ai un regard très critique sur la formation. Aujourd'hui, moi j'ai 50 ans, quand j'ai passé mon bac, on faisait un bac plus 2, on trouvait un job. Donc j'ai commencé au SMIC, comme je n'étais pas trop mauvais, je ne suis pas resté longtemps au SMIC parce que les entreprises ont fait ce qu'il fallait pour me garder et pour me motiver aussi par l'argent, qui est quand même l'un des critères. C'est toujours dans le top 3 des critères de ceux qui recherchent un job. Hein. Et aujourd'hui, je le vois avec les enfants. Sur les nouvelles générations. Oui. Pardon ? C'est sorti des 3 premiers critères pour les nouvelles générations. Ok, j'entends ce que tu dis. Je ne suis pas convaincu que ce soit le cas à Paris. Hein. Parce qu'à Paris, il faut quand même pouvoir manger et dormir. Non, je ne dis pas que ce n'est pas un critère, je dis juste que c'est sorti des 3 premiers critères, en fait, sur les dernières études, notamment de Welcome to the Jungle. Okay. C'est très perturbant pour les générations d'avant. J'ai bien ça en tête, mais ce que je veux dire, c'est que la réalité, c'est ça, c'est que ce n'est pas forcément ce qui est recherché en premier. Ce qui n'est d'ailleurs pas facile pour une école quand tu dois driver des étudiants et qu'on te juge là-dessus. Hein. Parce que quand tes étudiants aujourd'hui, ils sont plus motivés que par ça, après, toi aussi, tu es obligé de te remettre en question. Donc, je te le dis avec autant plus de lucidité que ce n'est pas facile pour les écoles de s'adapter à ces nouvelles mentalités d'étudiants qui cherchent autre chose, quoi. Mais aujourd'hui, les jeunes, et je le vois avec les enfants de mes copains, enfin avec la génération des 25 ans autour de moi, enfin même des 18 ans, ils veulent tous avoir un bac plus 5 parce que l'idée reçue, c'est avec un bac plus 5, je gagnerais beaucoup plus qu'avec un bac plus 2. Et aujourd'hui, je trouve qu'on forme trop de chefs et pas assez d'Indiens. Ouais. Ça va, je peux le dire, Véronique n'est pas là. C'est la dernière fois que j'ai dit ça, Véronique m'a répondu, qu'est-ce que tu as contre les Indiens? C'est enregistré, Frédéric, malheureusement pour toi, mais ainsi. Ok, merci. Ça, c'est un vaste sujet. On pourrait faire une autre intervention là-dessus sur est-ce qu'il y a trop de niveau bac plus 5, de formation au niveau bac plus 5 et pas assez ailleurs. Enfin, en tout cas, de toute façon, les formations, d'une manière générale, sont en train de se remettre en question et sont remises en question. Et là aussi, il y a des transformations. Donc, avec, comme partout, des gens qui font bien, des gens qui font moins bien. Mais je pense qu'effectivement, dans notre secteur particulièrement, il faut équilibrer ce qu'on est capable de proposer et ce qu'on attend en fait d'un profil, quoi. Ok, il est 1h10, on a déjà dépassé un petit peu. Donc, si vous êtes d'accord, on va peut-être suspendre cette réunion passionnante. Donc, j'ai bien noté que le mot de la fin, c'est qu'on ne pouvait pas faire rentrer les carrés dans les ronds. Ça reste. C'est l'avant-dernier mot de la fin. Le dernier, je vais le laisser à Fabio. Voilà. Oula, je me donne une grande responsabilité. Vaste débat, Fabio. Voilà. Alors, moi, je vais déjà amorcer une petite réponse à Marie aussi. C'est-à-dire qu'il est vrai que les sociétés qui ne peuvent pas doivent se poser la question de dire si je ne peux pas embaucher un bac plus 5, il faut que je me rabatte sur un bac plus 2, etc. Mais est-ce qu'inversement, il ne faut pas aussi se poser la question de dire que historiquement, le tourisme n'a jamais eu des salaires mirabolants, que les marges, on sait tous lesquelles sont les marges moyennes dans le tourisme. Est-ce qu'il ne faut pas aussi instruire, entre guillemets, ces jeunes dès le départ en disant, vous voulez faire bac plus 5, vous voulez aller dans le tourisme, mais les salaires que vous prétendez ne vont pas avec les secteurs. Voilà. Ça dépend, Fabio. En fait, ça dépend. On peut en débattre pendant, parce que franchement, pour le coup, je peux me permettre, parce que j'ai des arguments de réponse, mais vraiment, en fait, ça dépend de quoi on parle et ça dépend de quel métier on parle. Donc, il faudrait rentrer dans le détail. Mais en tout cas, moi, j'ai souvent eu le débat et bon, je vais encore une fois pas me faire forcément trop de copains, mais ce que je veux dire, c'est que on nous a souvent dit oui, mais vous boycottez les agences de voyage et autres. On n'a jamais boycotté les agences de voyage au niveau des skates. Simplement, c'est vrai qu'on a peu formé de gens qui ont bossé en agence de voyage parce qu'effectivement,
souvent les salaires ne correspondaient pas. Mais je peux te garantir que les étudiants, ils sont allés sur des postes sur lesquels, dans notre secteur, en fait, il y avait des besoins de technicité et de compétences en fait, qui étaient suffisamment importantes pour les payer plus cher. Et que si quelque part, tu n'as pas d'écoles qui sont en capacité de former sur ces métiers-là dans le tourisme, alors dans ces cas-là, sur tous les métiers du management, on va aller chercher dans des écoles qui sont généralistes ou des écoles d'ingénieurs ou des écoles autres. Donc, il faut quand même la place dans notre secteur pour des écoles comme ça. Et après, il y a plein d'autres écoles qui forment effectivement sur d'autres niveaux. Et là, effectivement, il y a une question à se poser de dire, est-ce que, enfin, voilà, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une adéquation entre les besoins des entreprises et les niveaux de compétences de sortie des étudiants. Bon, je pense qu'on a ouvert la porte à un vaste débat. Ça reviendra peut-être pour un prochain Zoom. Une seconde, juste, je me permets, Eric, parce que je vois Elisa qui dit pour moi, il est clair que ça ne devrait pas être le diplôme qui détermine l'embauche et les plus brillants peuvent être aussi des autodidactes. Moi, je suis convaincue de ça, comme des étudiants de Bac+2 peuvent finir par avoir des super carrières. En fait, la seule chose, c'est qu'il faut juste comprendre le schéma. En fait, le schéma n'est pas le même. C'est-à-dire qu'un étudiant qui va sortir à Bac+2 ou même post-bac et qui va se faire ses armes dans le monde de l'entreprise, il va peut-être prendre un peu plus de temps et puis il va avoir un apprentissage qui est terrain. Ça correspond à certains profils. Tu as d'autres profils pour qui ça ne correspond pas et si tu les mets sur le terrain à niveau bac ou niveau Bac+2, c'est des gens qui n'auront pas la maturité du terrain et qui vont peut-être parfois vivre des super échecs et qui ont besoin d'être sur les bancs de l'école plus longtemps pour développer leur esprit et pour du coup s'adapter au métier et intégrer des compétences en fait à travers plutôt une réflexion du management, du concept, de l'analytique et de la remise en cause. Voilà, et un esprit critique plus développé qu'un esprit terrain. Moi, je pense que les entreprises ont besoin des deux. C'est juste qu'après, il faut leur trouver les bonnes places et les mettre au bon endroit. Voilà. Mais on dira que c'est le mot de la fin, ce coup-là, Marie. Que des gens qui sont autodidactes peuvent hyper bien s'en sortir. Et d'ailleurs, on en a plein dans notre secteur. Des gens qui ont un bac+1, un bac+2, un bac+3 et un bac. Et des gens qui ont des bac+5 peuvent avoir des carrières qui sont vraiment pas adaptés et qui ne leur correspondent pas et qui sont super tristes. Donc, je veux dire, c'est vrai dans tous les cas. Bien, alors, comme mot de la fin, on dira à chacun son métier, à chacun sa compétence. L'essentiel, c'est effectivement que cette crise majeure que nous sommes en train de traverser nous ait fait prendre conscience qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. On les avait sous les yeux, mais on ne voulait pas les voir. Et que du coup, maintenant, on en a conscience. Donc, essayons d'utiliser tout ça comme une base d'apprentissage pour réinventer le tourisme de la reprise. Voilà. Merci à tout le monde. Merci à toi, Marie. Est-ce que je peux ajouter un dernier mot de la fin ? Allez, le tout dernier mot. Le mot de la fin. Vas-y, Marie. Le tout dernier mot, en rebondissant aussi sur ce que dit Elsa, en disant que l'échec est un formidable moyen d'apprendre et l'intelligence collective aussi, et qu'il faut rentrer dans un processus où on accepte d'apprendre tout au long de sa vie. Ce que je dis juste, c'est qu'il faut faire attention à cette idée parce que quelque part, apprendre à apprendre, en fait, ce n'est pas forcément naturel chez tout le monde. Et rebondir face à un échec, ce n'est pas naturel et ça aussi, ça s'apprend. Et en fait, du coup, c'est pour ça qu'il ne faut pas trop minimiser quand même la maturité des gens par rapport à ça. Et tout le monde n'est pas aussi agile dans la capacité à rebondir, à construire dès qu'il entend une nouvelle idée, etc. Tout ça, ça s'apprend aussi, quoi. Voilà. Et Marie, on pourra faire un zoom là-dessus uniquement. Il y aura beaucoup de choses à dire. Merci à tous, en tout cas. C'est bon, Marie, plus de mots de la fin, tu en as déjà utilisé 3. J'ai fini. J'ai fini mes 45 mots de la fin. Merci beaucoup, c'était super intéressant. Merci. Merci à la prochaine. Bonne journée à tous. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, bonne journée. Bonne journée.